En 1981, quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle qui l'opposera à François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing décroche son téléphone. Il veut savoir quelle consigne de vote donne Jacques Chirac, éliminé au premier tour, qu'il a timidement soutenu publiquement pour le second tour. Giscard dissimule sa voix et appelle donc une permanence du RPR. Au bout du fil, une voix féminine et la surprise que lui dit-on, il faut voter Mitterrand. La généralisation de l'usage du téléphone et des techniques nouvelles de télécommunication est la condition nécessaire pour que cette invention devienne un véritable instrument de fraternité. Pour la fraternité, on repassera. Cela témoigne plutôt de l'adversité crasse que se livraient les deux hommes. Un autre épisode en témoigne, celui du dîner organisé par Jacques Chirac chez Édith Cresson avec François Mitterrand pour faire battre Giscard. Chirac est un spécialiste de ces manœuvres politiques et avant tout dans son propre camp. C'est inadmissible et inacceptable. En 1974, c'est Jacques Chaban-Delmas qui en fait les frais chez les gaullistes, à l'époque au profit de Giscard. En 1981, Chirac estime que Giscard a suffisamment pris la lumière. Ce n'est plus seulement l'héritage gaulliste qu'il veut aspirer, mais tout le centre droit. Vous avez entre vos mains les moyens de provoquer au moins la défaite de Valéry Giscard d'Estaing. Je n'ai rien entre les mains d'autre que ma conviction. Finalement, ce n'est qu'en 1995 que le maire de Paris accédera à l'Élysée, au prix d'une nouvelle guerre fratricide, cette fois menée à Édouard Balladur. Un an avant la présidentielle, Balladur devance Chirac de 10 à 15 points dans les sondages. À l'époque, la mode n'est pas vraiment aux primaires à droite, et les deux candidats se présentent au premier tour qui sera chargé de les départager. Cette fois, Chirac s'appuie davantage sur ses qualités en campagne que sur ses coups politiques pour réussir. Viens avec moi, viens te mettre sur mes genoux, voilà. Viens mon chéri. Voilà, tu t'assois sur mon genou, là, voilà. La petite c'est ça, Voilà. Il s'appuie surtout sur les lacunes de Balladur, plus technocratique, plus froid et moins tueur. Il y a quelque chose qui tient sans doute à ma façon d'être. Je le reconnais bien volontiers, mais j'ai fermement l'intention de faire des progrès. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ces rivalités partisanes ont également existé à gauche entre François Mitterrand et Michel Rocard. Michel Rocard voulait se présenter en 1981, il s'est finalement effacé pour Mitterrand. Rebelote en 1988, Michel Rocard démissionne du gouvernement dès 1985 pour s'opposer à Mitterrand. Il a aussitôt laissé Paris pour aller retrouver le calme des pistes enneigées à la station des Arcs. Mais défier le président sortant est inimaginable pour un Michel Rocard un petit peu trop loyal. Finalement, il fait campagne pour Mitterrand en 1988 qui lui fait le cadeau empoisonné de Matignon. Le président de la République décrète « Monsieur Michel Rocard est nommé Premier ministre ». Non content d'étouffer son Premier ministre, Mitterrand va jusqu'à saborder l'avenir politique de Michel Rocard. Aux européennes de 1994, alors que Michel Rocard doit mener la liste socialiste, François Mitterrand envoie en sous-main Bernard Tapie à la tête d'une autre liste pour torpiller son ancien Premier ministre. Le Parti socialiste n'a plus qu'à renverser celui qui était alors le chouchou de la gauche et l'un des favoris pour 1995. Rocard renonce à se présenter, sa seule candidature aura finalement été celle de 1969, où il n'aura recueilli qu'un peu plus de 3% des suffrages. En 1998, c'est dans un autre parti qu'éclate une guerre fratricide. Il y a dans notre Front National des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre d'extrême droite et qui d'ailleurs en sont fiers, et il y a aussi des gens de droite. Tenu d'une main de maître par Jean-Marie Le Pen depuis plus de 25 ans, le Front National n'est pas vraiment habitué aux hostilités internes. Et pourtant, Bruno Maigret va contester l'hégémonie lepéniste. Longtemps cul et chemise avec le président historique du Front National, Bruno Maigret veut désormais faire du FN un parti de gouvernement. Pour cela, il prône des alliances avec le RPR, alliance dont Jean-Marie Le Pen ne veut absolument pas entendre parler. Maigret tente alors un coup de force. Il veut mettre Jean-Marie Le Pen en minorité au sein du parti. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers-maîtres félons. Au début, Jean-Marie Le Pen ironise, il moque un poupouche. Mais Maigret persiste, et pour Jean-Marie Le Pen, il est le temps des représailles. J'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. Bruno Maigret est exclu du parti. Il emporte avec lui une majorité de cadres du Front National, dont Marie-Caroline Le Pen, la propre fille de Jean-Marie. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus, avant qu'il me tue.
Les deux hommes se battent ensuite en justice pour savoir qui aura le droit d'utiliser le nom du parti, puis ils règlent leur compte dans les urnes, d'abord aux élections européennes de 1999, mais surtout lors de la présidentielle de 2002. Les 2% réalisés par Bruno Maigret n'empêchent pas Jean-Marie Le Pen d'accéder au second tour. Le président du Front National triomphe de son ancien second. En 2007, en vue de l'élection présidentielle, les deux hommes s'afficheront même ensemble rabibochés. Nous avons eu des différends et nous avons les uns et les autres, nous sommes passés au-dessus de ça, par amour de la patrie. Mais l'épisode aura coûté à Bruno Maigret sa carrière nationale. Et tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a les dents trop longues.